Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce 6h30. Ouverture hier mardi ici à Abidjan de la 14e conférence annuelle de l'Association africaine des fonds d'investissement et du capital risque. Abidjan est la deuxième capitale francophone à accueillir cette conférence décrite comme la plus grande du financement privé en Afrique. La rencontre présidée par le vice-président Daniel Kablan-Duncan portait sur le thème « Construire un avenir soutenable en Afrique ». Il était question pour les participants d'accompagner la dynamique de croissance que connaît le continent par les investissements privés. Mahama Traoré et Viviane Haïma. À peine la semaine de l'émergence terminée, qu'Abidjan accueille une autre rencontre continentale. Cette fois, il s'agit de la 14e conférence annuelle de l'Association africaine des fonds d'investissement et du capital risque. Le banquier, lui, en réalité, va financer des business classiques, va financer des fonds de roulement, ne va pas forcément aller prendre des risques sur de l'innovation. Le capital investisseur, il risque de perdre son capital. C'est-à-dire que le niveau de garantie qui en général est demandé par un banquier ne sera pas demandé par un capital investisseur ni un capital risqueur, encore moins. Voilà. Un capital risqueur, c'est quelqu'un qui, quand il investit son argent dans une société, a autant de risques de perdre son capital que le porteur de projet. Ces dernières années, les fonds d'investissement ont réalisé plus de 900 transactions financières en Afrique. Rien qu'en 2016, les investissements directs sur le continent ont atteint le montant de 4 milliards de dollars. Des chiffres qui reflètent l'apport des fonds d'investissement dans la croissance des économies africaines. Il est très important de pouvoir aider au développement de l'Afrique. Nous pensons que c'est une destination d'investissement privilégiée, mais ceci doit se faire dans des conditions qui permettent que ça se fasse de manière soutenable. Parce qu'une croissance qui dure 1 an, 2 ans et qui ne continue pas n'est pas une croissance qui permet à des investisseurs comme nous de vraiment tirer la quintessence de notre investissement. Il nous faut une croissance soutenable. Déficit en infrastructure, accès difficile des PME au financement. Si ces défis sont le lot quotidien des États africains, ils représentent en réalité des opportunités à saisir par les fonds d'investissement et de capital risque, selon le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Votre rôle est tout à fait unique dans l'histoire économique récente de nos jeunes États, où tout est à construire. Vous devez permettre au secteur privé africain, par vos solutions, de prendre toute sa place dans le développement extraordinaire de l'investissement productif observé aujourd'hui et de participer de façon significative dans la mise en valeur des richesses de notre continent, un continent d'opportunités inestimables. Il ne tient qu'à vous d'en faire le continent où tout est possible. Oui, je dis un continent où tout est possible. Suite à cet appel, Daniel Kablan-Duncan s'est prêté à un jeu de questions-réponses sur le modèle économique développé par la Côte d'Ivoire ces dernières années. Un modèle qui accorde une place de choix au secteur privé. La Côte d'Ivoire abrite la 41e session ordinaire du Conseil d'administration du Centre régional africain d'administration du travail. Ce mardi 4 avril, des experts des États membres de ce conseil se sont réunis à Grand-Bassam en vue de préparer la réunion des ministres sur les questions de l'emploi, du travail et de la sécurité sociale. Une réunion qui aura lieu le jeudi 6 avril prochain, toujours à Grand-Bassam. L'avenir du travail et de l'inspection du travail, c'est le thème retenu pour cette 41e session ordinaire. Par Gassoro connaît. Les questions de travail, d'emploi et de sécurité sociale au centre de la 41e session ordinaire du Conseil d'administration du Centre régional africain d'administration du travail, CRADA. Des experts de ce conseil se sont réunis à Grand-Bassam en vue de préparer la réunion des ministres des États membres. Il faut un juriste capable d'interpréter les textes, d'expliquer à l'employeur le contenu des textes et de lui faire des propositions, que ce soit dans le domaine du dialogue social, dans le domaine des salaires,
des conditions générales du travail, des questions de santé et sécurité au travail, de protection sociale en général. Il faut que ces cadres maîtrisent ces documents et comment les gérer et comment faire des propositions à l'État s'il y a des insuffisances dans les textes au niveau national. L'avenir du travail et de l'inspection du travail, c'est le thème retenu pour cette 41e session ordinaire du Conseil d'administration du Centre régional africain d'administration du travail. L'ouverture des travaux de cette session des experts a bénéficié du soutien du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Votre responsabilité est grande et votre rôle essentiel, car il vous faudra, au cours de ces 2 jours de réunion, passer au peigne fin des questions d'intérêt telles que celles contenues dans le rapport d'activité 2016 du directeur du centre, mais aussi dans le programme d'activité du CRADAT et dans le budget de l'exercice 2017. Le CRADAT, cette institution sous-régionale, compte en son sein 18 pays. Sa mission, assurer la formation, la spécialisation et le perfectionnement des personnels des administrations, des organisations professionnelles d'employeurs et des travailleurs et des organisations des États membres. La CEDEAO veut faire la promotion du commerce régional. Depuis 1979, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a mis en œuvre le schéma de libéralisation des échanges. Mais ce schéma n'a produit que de faibles résultats. Pour donc un véritable envol du commerce régional, elle sensibilise les opérateurs économiques sur les différents aspects techniques et opérationnels du schéma de libéralisation des échanges. Une rencontre est organisée le 28 mars dernier à Abidjan avec une trentaine de chefs d'entreprise. Perpétuquement et Justine Djiké, reportage. La communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, veut faire la promotion des produits agro-pastoraux en Afrique. Pour que cette promotion soit effective sur le terrain, il faut que la libre circulation de ces produits devienne une réalité. Une rencontre avec une trentaine de chefs d'entreprise composés de femmes leaders est donc nécessaire pour former et sensibiliser les opérateurs économiques sur les différents aspects techniques et opérationnels du schéma de libéralisation des échanges. Le commerce intra-régional en Afrique de l'Ouest ne dépasse pas 15%, alors qu'il est déjà de plus de 75 à voire 80% en Europe et en Amérique du Nord. Et avec la mise en place effective de cet instrument et son application, cela peut permettre aux entreprises régionales d'accéder à des matières premières dans les pays d'à côté, de les transformer dans un autre pays et d'exporter sur les marchés voisins sans payer de droits de douane et sans être soumis à des quotas qui quelquefois sont des entraves. Les échanges commerciaux sont essentiels pour que tous les pays membres de la CEDEAO puissent relever les défis commerciaux avec les autres continents. Nous, à la FEX, on a l'habitude de dire qu'il est plus facile d'exporter en Europe que dans la sous-région. Dans la sous-région, à cause de la taille des marchés, mais à cause de toutes les barrières tarifaires ou non tarifaires qui existent. Au sortir de ces échanges, les opérateurs économiques seront outillés et pourront faire face à tous les obstacles pour une libre circulation des produits en Afrique de l'Ouest. Un petit mot de santé dans ce journal. 12% de la population souffre de drépanocytose en Côte d'Ivoire. Cette maladie génétique du sang et incurable affecte le plus souvent les populations de race noire. Pour lutter contre cette maladie, la Fondation LIA a décidé de mener des actions de sensibilisation afin de réduire les risques de transmission et de contribuer à l'amélioration de la prise en charge des malades. C'était le 4 avril dernier au cours du lancement des activités de la dite fondation. Moussa Konaté et Aurélia Droukoula y étaient pour RTI 1. La drépanocytose est due à l'absence de circulation des globules rouges dans les artères et les veines. Elle est caractérisée par des crises très douloureuses. Cette maladie héréditaire touche principalement les personnes de teint noir. En Côte d'Ivoire, 12% de la population est touchée par la maladie. La situation de la drépanocytose en Côte d'Ivoire elle est alarmante. Il y a de plus en plus de cas qui sont diagnostiqués. Dans le service, il y a près de 9000 patients. À Yopougon, il y a environ 3000 patients à Cocody, il y a 500 à Boaké et il y a 1500 à Trècheville. Et ces malades de la drépanocytose sont confinés dans un service d'hématologie générale qui traite d'autres maladies que la drépanocytose. Malheureusement, nous n'avons pas de centre dédié pour assurer une prise en charge efficiente de ces malades-là. La Fondation LIA décide donc d'agir.
Une sensibilisation est donc initiée pour montrer l'intérêt du dépistage, aussi contribuer à l'amélioration de la prise en charge des malades. On sent qu'il y a beaucoup plus de monde atteint parce que les gens continuent à faire des enfants drépanocytaires. Et en fait, si on ne sensibilise pas, on continuera à avoir toujours ce chiffre qui augmente et de plus en plus de malades en Côte d'Ivoire. On espère que les ministères de l'Éducation, de la Femme et de la Solidarité, de la Santé surtout qui est présent, vont pouvoir déployer un programme national pour intégrer la drépanocytose comme une maladie aussi importante que le sida l'est aujourd'hui ou que le palu l'est aujourd'hui. Selon les spécialistes, près de 300 000 enfants naissent dans le monde chaque année avec la drépanocytose. Moins de 70% d'entre eux n'atteignent pas l'âge de 5 ans. Pour lutter contre cette maladie, la sensibilisation sur l'importance du dépistage constitue un moyen efficace. L'actualité internationale à présent. Au Bénin, les députés ont créé la surprise mardi en votant contre la prise en considération du projet de révision constitutionnelle voulu par le président Patrice Talon. Le texte ne sera donc pas examiné sur le fond. Il fallait un vote des 3/4 des parlementaires, soit 63 voix. Ils ont été 60 à voter pour, 22 contre et une abstention. C'est un deuxième échec pour le projet présidentiel après le refus des élus béninois d'examiner la réforme constitutionnelle selon une procédure d'urgence. Au Mali, après 2 grèves de 48 heures et 72 heures, les professeurs de l'enseignement supérieur sont entrés en grève illimitée hier mardi. Leurs revendications portent sur 7 points qui n'ont pas été satisfaits lors des dernières négociations du 30 mars. Leur exigence première, c'est l'application de ce qu'ils appellent la grille plafond 3000 qui a été élaborée pour que leurs salaires soient alignés sur leurs homologues des pays voisins. À 19 jours de la présidentielle française, les 11 candidats se sont affrontés ce mardi lors d'un débat télévisé diffusé en direct. Un débat centré sur les thèmes cruciaux de l'emploi, de la sécurité et du social. Un débat donc qui a duré 4 heures. Et puis pour terminer les actualités internationales, selon les données objectives du contrôle russe de l'espace aérien, l'aviation syrienne a frappé près de Khan Sheikhoun, un grand entrepôt terroriste. Le ministère russe de la Défense affirme aussi que cet entrepôt contenait des substances toxiques. Selon un dernier bilan de l'OSDH, 72 personnes ont été tuées mardi à Khan Sheikhoun, ville de la province d'Idlib, dont 20 enfants. Terminons ce journal avec cette information. Nous nous rendons en Russie. L'enquête sur l'attentat dans le métro de Saint-Pétersbourg avance à grands pas. Le comité d'enquête russe pense avoir identifié l'auteur de l'attentat qui serait lui-même mort dans l'explosion. Il s'agirait d'un citoyen russe d'origine kirghize. Les enquêteurs ont comparé les traces d'ADN trouvées sur une bombe qui n'a pas explosé avec l'ADN des personnes décédées dans l'attentat. L'attaque, survenue dans le métro de Saint-Pétersbourg en Russie, serait un attentat kamikaze, selon les derniers éléments fournis par les services de sécurité russes. La déflagration a fait 14 morts, selon un dernier bilan, revu à la hausse et une quarantaine de blessés. La piste kamikaze avait été écartée dans un premier temps, une bombe ayant été désamorcée dans une autre station de métro. Les services secrets russes et les services de police s'accordent à présent sur la piste kamikaze. Le kamikaze serait originaire d'une ville située au sud-ouest du Kirghizstan, non loin de la frontière ouzbek, une région agitée par les mouvements islamistes. Les hommages aux victimes se multiplient depuis l'attaque. Le président russe Vladimir Poutine s'est rendu quelques heures après l'attentat à la sortie du métro de Saint-Pétersbourg pour déposer un bouquet de fleurs en hommage aux victimes. L'enquête mobilise tous les services secrets du pays. Fin de ce journal. Rendez-vous demain à 6h30.